bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Sorex. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois et bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Je voulais d'abord vous parler de ces tensions entre le CDH et Écolo sur fond de l'affaire Veviba. Les écologistes estiment qu'il y a un système Ludgen à Bastogne. Benoît Ludgen a répondu rudement en comparant les écolos à Trump et à ses fake news. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ces tensions échangées? La réaction A, c'est du calme. Réaction B, les sondages aveugles écolos. Ou réaction C, Veviba est le seul responsable des fraudes. La réaction C, mais au-delà de ça, je dirais que ce qu'a fait M. Marron hier en déversant sur les réseaux sociaux une photo associant Benoît Ludgen à une vieille carcasse de viande. En fait, pour être clair, c'est une carcasse de viande qui portait une étiquette avec le nom de Benoît Ludgen, mais c'est un éleveur de la région. Et tout à fait honorable d'ailleurs. Et ce n'est pas le Benoît Ludgen, président du CDH. Voilà, donc où va-t-on ? Où va-t-on ? Je veux dire, ce type de comportement, c'est à vomir, vraiment. Parce que c'est salir Benoît Ludgen, un président de parti, qui n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Et on fait des amalgames, on se sert d'un homonyme pour salir un président de parti. Si c'est ça, aujourd'hui, la nouvelle culture politique que prône Écolo, que prône M. Marron, avec des leçons d'éthique en permanence, si c'est ce type de comportement-là qu'ils veulent promouvoir, moi, franchement, je trouve ça honteux, scandaleux, et j'en appelle à un tout petit peu plus de retenue, à vérifier les informations qu'on déverse comme ça sur les réseaux sociaux. Je crois que ça ne grandit certainement pas le mouvement écolo, mais ça ne grandit pas le monde politique dans son ensemble. Ceci étant dit, il y a des questions qui se posent avec ce qui s'est passé avec Veviba, avec ce qui se passe au niveau de l'agriculture wallonne peut-être, et les contrôles de l'AFSCA. Vous reconnaissez qu'on peut se poser des questions. Oh, mais ça c'est clair, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire un amalgame avec un président de parti qui n'a rien à voir. Mais c'est clair qu'il y a des problèmes qui se posent, notamment au niveau du contrôle de l'AFSCA. Notre parti l'a clairement dit et on demande un audit de l'AFSCA. Je pense qu'il faut aussi, et M. Collin le fait en tant que ministre de l'Agriculture au niveau wallon, beaucoup plus travailler sur les circuits courts qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Alors parlons du décumul intégral, c'était le sujet de la commission Parlement bruxellois hier, vous en étiez. Alors il a fallu voter sur ce décumul intégral et dans votre cas, et celui de Joël Milquet du CDH aussi, vous êtes abstenu. Pourquoi vous vous êtes abstenu Non, c'est pas exact. Nous avons voté les articles qui concernent le décumul intégral. Nous sommes favorables au décumul intégral. Mais nous souhaitons aller plus loin, puisque le décumul intégral, ça va entraîner quoi ? Ça va entraîner une augmentation du nombre de mandataires ici à Bruxelles. Il y a plus de personnes qui auront des mandats. Donc ça va augmenter la facture pour le citoyen. Ça, nous ne souhaitons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement visant à réduire de 30% le nombre d'échevins et le nombre de conseillers communaux ici à Bruxelles. Dans un souci à la fois d'alléger la facture. C'est une facture d'1 million d'euros à peu près. Que ça coûtera, mais si on réduit, comme nous le souhaitons, de 30% le nombre d'échevins, on va gagner 5 à 6 millions d'euros. Et d'autre part, donc dans un souci à la fois d'alléger la facture, mais à la fois d'efficacité. Puisque demain, on va avoir des échevins qui vont faire ça et des bourgmestres qui vont faire ça à temps plein, bien, on peut évidemment travailler avec des équipes restreintes. Et là, je regrette vraiment que, tant du côté d'Écolo, que du côté de chez Défi, que du côté du PS, on n'ait pas soutenu cet amendement. Mais ça va malheureusement un peu dans le sens de ce qu'eux ont voté il y a quelques semaines, à savoir l'augmentation du nombre de mandataires ici à Bruxelles. Ça va vraiment, nous semble-t-il, à l'encontre de ce qu'il faut faire. Mais vous avez encore de l'espoir que votre amendement puisse recueillir des suffrages d'ici la plénière qui aura lieu avant la fin du mois ? Alors l'espoir fait vivre, donc, et j'espère en effet que dans leur raisonnement, ils vont pouvoir évoluer d'ici 15 jours. Nous avons aussi déposé un autre amendement visant à créer des liens entre la région et les communes via la conférence des bourgmestres. Là aussi, on espère que les esprits peuvent encore évoluer d'ici 15 jours, mais on souhaite vraiment, nous au CDH, travailler sur une réduction drastique du nombre de mandataires à Bruxelles, ce qui va d'ailleurs dans le sens d'une étude universitaire commandée auprès de Cevipol par le gouvernement bruxellois. Enfin, ici, un des problèmes, c'est le cas de la majorité alternative, puisqu'on voit que c'est PS, Défi, Écolo, Groupe
Groen et SPA qui sont à la manœuvre pour le décumul intégral, et vous qui les soutenez avec quelques conditions, enfin quand même vous les soutenez. Est-ce que c'est une affaire de gouvernement, ce vote ? Le fait qu'il y ait des gens de la majorité un peu des deux côtés. Mais à un moment donné, va se poser le problème d'une majorité francophone qui va imposer une décision à une minorité du côté néerlandophone. Bon. Et là, c'est tout l'équilibre des institutions bruxelloises qui risquerait de pouvoir être menacé. Vous savez, on était nombreux à se battre en 1989 pour la création de la région bruxelloise, région à part entière. Alors certains nous ont dit, vous savez, ça ne fonctionnera jamais, ce modèle entre francophones et flamands qui gère des matières de plus en plus importantes au fil du temps. On a démontré après 30 ans que ça fonctionnait bien. Et donc je dis, attention, on n'a jamais utilisé ce mécanisme où une majorité francophone imposait quelque chose aux Flamands. Et donc j'en appelle vraiment au ministre-président du gouvernement de la région bruxelloise et au président du Parlement pour déminer la situation avant qu'on en arrive dans 15 jours à une situation qui pourrait être un peu explosive pour la région bruxelloise. Donc ça pourrait être un coup de force qui pourrait avoir des conséquences importantes d'après vous? Ça pourrait avoir des conséquences importantes. Ce serait la première fois depuis 30 ans. Et je pense vraiment que maintenant, il est temps pour le ministre-président et le président du Parlement d'entamer une mission de conciliation pour voir comment aboutir dans un dossier aussi important que le décumul, mais voir aussi comment ne pas se mettre les Flamands de Bruxelles, qui ont joué le jeu pendant 30 ans de cette cohabitation, de cette coexistence, de cette région à part entière, et de voir comment aussi ne pas se les mettre à dos et faire le lit, M. Deleu, de la NVA, parce que le résultat, ce serait cela. Parce que quand vous dites qu'il faut diminuer le nombre d'échevins et le nombre de conseillers communaux, côté flamand, on est aussi hésitant là-dessus. On a peur d'un problème de représentativité des Flamands dans les communes. Notre proposition ne vise pas à remettre en cause l'échevin lombard. L'échevin lombard, c'est l'échevin flamand qui se retrouve de manière un peu surnuméraire dans les collèges. Donc ne vise pas justement à toucher à cet équilibre linguistique, à cette paix communautaire ici à Bruxelles. Ce n'est pas lui qui serait touché. Ce ne serait pas lui qui serait touché. Alors parlons de chantier de mobilité. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis sûr que vous l'avez vu, cette interview de Pascal Smet où il dit « Je suis un modèle à l'étranger et s'il y a des lenteurs dans les chantiers, ce n'est pas de ma faute ». Et en plus, toutes les critiques qu'il a faites sur le PS. Ça fait beaucoup de bruit, cette interview. Elle date de samedi, c'était dans la DH et dans la Libre. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est un modèle à l'étranger, Pascal Smet ? Modèle à l'étranger, moi, j'en sais rien. Mais je vois en tout cas que dans tous les classements internationaux concernant la mobilité, Bruxelles est toujours très mal classée. Donc, j'inviterai M. Smet à se concentrer sur sa mission ici à Bruxelles. Parce qu'on doit bien constater que c'est un des problèmes numéro 1 dans notre région et malheureusement, ça ne s'améliore pas. Tous les gens sont aujourd'hui de plus en plus pris dans les embouteillages. Alors, il y a toute une série de mesures à prendre, me semble-t-il, et toute une série de dossiers qui n'avancent pas, que ce soit le RER, que ce soit la problématique du métro qui doit aller en dehors de la région bruxelloise, que ce soit les décisions concernant... Tout n'est pas de la faute de Pascal Smet. Bien entendu, bien entendu. Mais c'est la raison pour laquelle moi j'en appelle à une conférence nationale sur la mobilité, et pas une petite réunion comme ça. Non, quelque chose de permanent où on met autour de la table le fédéral, la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise et on essaye de trouver des solutions qui sont des solutions win-win. La Flandre est demanderesse aujourd'hui pour un élargissement du ring. Il y a le problème des lignes de Leyne qui doivent rentrer dans la région bruxelloise. Il y a Bruxelles qui souhaite que les lignes de métro aillent en dehors de Bruxelles. Il y a le tram vers Zaventem aussi. Il y a le tram vers Zaventem, il y a les parkings de persuasion. Toute une série de dossiers où il n'y a pas de consensus. C'est vrai que moi je ne suis par exemple pas du tout favorable à l'élargissement du ring. Mais discutons-en ensemble au sein d'une conférence nationale pour la mobilité pour essayer vraiment de faire avancer ce dossier et ce serait win-win pour tout le monde. Je propose que vous mettiez le survol dedans, comme ça peut-être c'est un problème différent, mais c'est vrai que là aussi c'est un dossier où il faudrait discuter avec les autres régions et particulièrement la région flamande pour essayer de trouver des solutions un peu plus équilibrées. Le ministre de la Mobilité a quand même proposé un nouveau plan de coordination des chantiers, c'était lundi en commission de l'infrastructure. Est-ce que là, on va dans le bon chemin
pour cette coordination des chantiers? Je pense qu'en effet, on va dans un sens positif. Ce qu'il faut, c'est établir des cahiers de charges qui sont très précis en termes de délai d'exécution des travaux, avec des amendes et des amendes importantes à la clé pour les entrepreneurs qui ne respectent pas les délais. Deux, qu'il faut aussi obliger les entrepreneurs, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, puisque M. Smet aime bien prendre les exemples étrangers, faire en sorte que les gens, les ouvriers sur les chantiers travaillent au moins en 2 équipes, de 7 à 22 heures. Et parfois la nuit, lorsque ce sont des chantiers qui n'apportent pas de nuisance pour les riverains. Et 2, qu'on travaille sur cette coordination. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on est en plein travaux avenue Franklin Roosevelt et au boulevard Général Jacques. En même temps, mais ça ne va pas et ça provoque évidemment automatiquement une horrible congestion du trafic. Vous, de votre côté, Place du Bon, par exemple, vous êtes satisfait de la manière dont ça s'est passé? Alors, on a tenu les délais, on a réouvert la circulation dans les délais prévus au mois d'août dernier. On a maintenant fini les travaux sur la place. On a connu quelques petits soucis, mais je dirais que c'est marginal sur la construction du pavillon. Mais là aussi, je peux vous dire que vers mi ou fin avril, tout sera terminé. Alors, parlons quand même de ces allocations familiales. J'ai l'impression qu'on les a un peu oubliées, alors qu'on avait dit que fin mars, pour Pâques, il y aurait un accord, ou en tout cas un texte commun au sein du gouvernement. Alors, est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour les allocations familiales? Je rappelle que vous étiez demandeur d'être au même niveau que les Wallons, grosso modo 150 € par enfant, et du côté des autres partis de la majorité, on voulait qu'on bascule toutes les allocations familiales selon le même modèle et ne pas attendre juste les nouveau-nés. Alors tout ça, ça va coûter cher, ce sera un supplément budgétaire. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce budget supplémentaire? Ah, très clairement, oui. Ce que nous avons dit, c'est qu'il faut au minimum 150 € par enfant pour qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre la Wallonie et la région flamande et Bruxelles, en l'espèce. Alors, du côté des socialistes, on préconisait plutôt un modèle à 135, 140 €. Nous avons dit, c'est inacceptable, et donc nous ne bougerons pas de cette ligne-là. Alors, si les choses évoluent dans le bon sens et qu'on peut prévoir en plus un basculement immédiat et qu'on trouve les moyens budgétaires pour le faire, ben, ça me semble être une solution de compromis. Mais vous ne bougerez pas sur les 150 €? Jamais. Merci Benoît Serex, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.